Bienvenue dans cette plongée au cœur de l'information. Aujourd'hui, on a un objectif assez ambitieux. Mhm. Le but, c'est de démystifier une technologie qui semble souvent tout droit sortie de la science-fiction. Ouais, alors qu'en réalité, elle a des racines étonnamment anciennes. C'est ça, exactement. L'idée aujourd'hui, c'est d'offrir un raccourci cognitif parfait pour quiconque souhaite comprendre la réalité virtuelle. Et tout ça sans se noyer dans le jargon technique habituel, quoi. Et c'est essentiel parce que le jargon, il y en a beaucoup dans ce domaine. Oh que oui. Du coup, pour notre exploration en profondeur du jour, on se base sur une présentation fascinante de Julien Alvarez. L'objectif de ces chercheurs, c'est de comprendre l'évolution de notre rapport à l'illusion. Et surtout, comment cette illusion sert l'apprentissage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et je dois dire que la partie historique m'a bluffé, il faut qu'on clarifie les termes de base. Le fameux dictionnaire de l'immersion. Voilà, parce que pour les personnes qui nous écoutent, l'acronymie peut être un peu écrasante. VR, AR, XR, métaverse, C'est une vraie soupe à l'alphabet. totalement. Alors, commençons par le classique, la VR, la réalité virtuelle. Dans la source, il y a cette définition de Jessel et Alvarez qui date de 2014. Oui, et elle est très précise. Selon eux, c'est une expérience interactive où l'informatique va faire croire à l'utilisateur qu'il est réellement présent dans un monde de synthèse. Donc le mot-clé, c'est croire. Exactement. Le but, c'est que la personne puisse interagir avec des objets simulés comme s'ils étaient là. Matériellement, aujourd'hui, ça implique un visiocasque et une vision stéréoscopique. Ce qui te coupe du monde réel. C'est le principe même. D'ailleurs, c'est amusant, mais avant, on appelait ça le cyberspace ou même la réalité artificielle. Ah oui, la réalité artificielle, ça sonne très années 90. Complètement. Et du coup, ça nous amène directement à l'AR, la réalité augmentée. Là, c'est une approche diamétralement opposée, non? C'est ça. En AR, on ne coupe pas l'utilisateur de son environnement, on va plutôt plaquer des images numériques, des informations sur le monde réel. La présentation montre un exemple génial pour illustrer ça. Un exemple dans la logistique. L'usage en entrepôt. Voilà, l'opérateur utilise une tablette, il voit les vraies étagères, les vrais cartons à travers la caméra, mais l'écran superpose des indications de guidage. Des flèches, des données de stock. Le réel est littéralement augmenté par la donnée. D'accord. VR et AR, c'est clair. Mais alors, la XR, la réalité étendue, la source dit que c'est encore expérimental. Oui, c'est une technologie de convergence. Le concept de la XR, c'est d'associer le virtuel et le réel en mélangeant des visiocasques avec des caméras. Donc, tu portes un casque fermé comme en VR, Mais le casque filme l'extérieur et te le rediffuse à l'intérieur en y intégrant des éléments virtuels avec lesquels tu peux interagir. C'est le mélange ultime. c'est impressionnant. Et enfin, on a les concepts d'environnement virtuel et de métaverse. Un environnement virtuel, c'est simplement le paysage numérique généré par ordinateur, le décor. D'accord. Et le métaverse? Le métaverse, c'est un univers virtuel complet, persistant. La source cite d'ailleurs l'exemple du campus Immersive Factory pour l'éducation. Un campus entièrement numérique où les étudiants évoluent sous forme d'avatar. Exactement. Et maîtriser ces définitions, c'est crucial aujourd'hui pour notre audience. Pour faire le tri, j'imagine. Oui, pour faire le tri entre les vraies révolutions technologiques qui ont un impact pédagogique et les simples effets d'annonce marketing. C'est clair. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on pense à la VR, on pense aux années 2010, aux startups, mais la chronologie de la présentation. Elle remonte beaucoup plus loin. Mais oui, à la fin du 19e siècle, j'étais sidéré. Les photographies stéréoscopiques, les fameux boîtiers en bois. C'est fou. On regardait deux images légèrement décalées à travers des lentilles pour créer une illusion de 3D. Le principe optique de base de nos casques actuels était déjà là. Mais l'histoire bascule vraiment dans les années 60, quand l'informatique s'en mêle. Avec Ivan Sutherland, c'est ça? Ivan Sutherland, oui. Il imagine les tout premiers visiocasques et gants de nez. Mais le détail mémorable de cette époque, Ah, l'équipement! oui, l'équipement était tellement massif, tellement lourd qu'on ne pouvait pas le porter sur la tête. Il fallait le suspendre au plafond. Suspendu au plafond, hein. On est loin du casque sans fil d'aujourd'hui. C'est clair. On appelait ça l'épée de Damoclès, d'ailleurs. Je comprends pourquoi. Et la même année, en 1962, il y a cette invention incroyable, le Sensorama. Inventé par Morton L. Heilig.
Une vraie machine d'arcade avant l'heure. Une machine extraordinaire, oui. Heilig voulait simuler une course en moto, mais il ne s'est pas arrêté à l'image 3D. Non, il y a ajouté du vent Des vibrations dans le siège, du son stéréo. et même des odeurs. C'est écrit noir sur blanc dans la source. Il diffusait des odeurs en 1962. Il avait compris que l'immersion devait être multisensorielle. Après ça, la présentation montre une évolution fascinante à travers des jouets et des objets du quotidien. J'ai noté tous les exemples, tellement c'est nostalgique. Le fameux Viewmaster, je suppose. Évidemment, le jouet rouge des années 70 où on cliquait pour faire tourner un disque de photo 3D. Tout le monde a connu ça. Mais il y a aussi des jeux électroniques, le Tomitronic 3D de 1983. Et un truc très étrange, le 3D Imager de la console Vectrex en 1982. Un masque avec un disque rotatif coloré, c'était très rudimentaire. Mais ça montre bien l'obsession de l'industrie du divertissement. Sauf que pendant ce temps-là, dans le monde institutionnel, La NASA? la NASA développait des casques hyper sophistiqués dans les années 80 pour l'entraînement. Il y a eu une vraie dichotomie. D'un côté, des budgets colossaux pour la recherche spatiale. De l'autre, le jeu vidéo qui essayait de faire du grand public et qui a connu des échecs cuisants. Oh oui, la source mentionne le Sega VR en 1993 qui n'est même jamais sorti. Et surtout, le traumatisme absolu, le Virtual Boy de Nintendo en 1995. Une catastrophe ergonomique et visuelle. Les graphismes étaient uniquement rouges et noirs. Tu mettais la tête là-dedans et tu avais la nausée au bout de 5 minutes. C'est exactement ça. Ce choix de LED rouge agressive, sans repères spatiaux, fatiguait énormément le cerveau et les yeux. Ce casque a marqué un coup d'arrêt majeur pour la VR grand public. L'industrie a eu peur. Et il a fallu attendre la fameuse renaissance. Oui. Si nous relions cela à une perspective plus large, le retour en force a eu lieu autour de 2012. Grâce au smartphone, paradoxalement, Absolument. La miniaturisation des composants pour la téléphonie a tout changé. On a eu accès à des ordinateurs beaucoup plus puissants, des capteurs de mouvement minuscules et précis, et un nouveau système de lentilles. la présentation montre d'ailleurs des graphiques avec des ventes en hausse à partir de là. Les courbes décollent. C'est l'arrivée des casques comme l'Oculus ou le HTC Vive qui ont enfin résolu le problème du mal de mer virtuel. Mais la source montre très clairement que la VR d'aujourd'hui ne se résume plus juste à un écran sur les yeux. On passe à un tout autre niveau. On s'attaque aux autres sens. L'haptique, par exemple, le toucher. J'ai vu les images des gants de données dans la présentation. Historiquement, on pense au Power Glove de Nintendo en 1989, mais aujourd'hui, on développe des gants optimisés pour des tâches précises, comme la musique ou la chirurgie. Pour ressentir la résistance des objets virtuels. C'est ça, et ça va jusqu'au gilet haptique. La source cite le Hardlight VR. Un gilet qui fait ressentir des impacts. Oui, sur les épaules, le torse, le dos et les bras, pour que le corps soit physiquement engagé dans la simulation. Autant le gilet, je comprends, mais alors la suite de la présentation m'a laissé sans voix. Les images les plus insolites que j'ai jamais vues. L'odorat et le goût. Les expérimentations vont très loin, oui. Il y a ce masque en forme de papillon qu'on fixe sous le casque VR, avec des petites fioles intégrées pour diffuser des odeurs directement dans le nez de l'utilisateur. C'est surprenant, mais ce n'est rien comparé à la simulation du goût. Ah, la boîte transparente, c'est un truc de fou. Une boîte remplie de fils électriques. Et l'utilisateur doit coller ça directement contre sa langue. Pour simuler des saveurs par de micro-impulsions électriques? Mais pourquoi? Sérieusement, pourquoi de tels efforts extrêmes? On a vraiment besoin d'aller jusque-là pour une formation? C'est une question de neurobiologie. L'objectif ultime de cette technologie immersive, c'est de tromper le cerveau à 100%. Contourner notre incrédulité naturelle. Exactement. Le cerveau est doué pour repérer ce qui est faux. Si tu simules un incendie en VR, mais qu'il n'y a pas d'odeur de fumée, une partie de ton cerveau se dit « c'est juste un jeu ». En stimulant l'odorat, qui est très lié à la mémoire, on force le cerveau à traiter l'expérience comme une réalité vécue. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? C'est la grande question philosophique de la fin de la présentation de Julien Alvarez. Et c'est là que le propos devient vraiment critique sur la pédagogie. Parce qu'actuellement, l'industrie pousse pour toujours plus de réalisme. La source mentionne Epic Games avec leur Unreal Engine en 2018. Oui, on voit des avatars hyper réalistes créés via la capture de mouvement avec des combinaisons intégrales, le fameux photoréalisme. Sauf qu'Alvarez pousse cette question fondamentale que j'ai trouvée géniale. Au niveau pédagogique, de quel degré de réalisme avons-nous réellement besoin? Cela soulève une question importante. Est-ce que compter les pores de la peau d'un avatar
aide vraiment à apprendre une procédure technique? Pas forcément. Souvent non. L'analyse fait d'ailleurs une analogie cruelle mais très juste avec la télévision 3D, Ah oui, l'exemple de la TV 3D de Samsung. avec le monstre en images de synthèse qui sortait de l'écran. On nous vendait ça comme le futur absolu. Et aujourd'hui, c'est une technologie complètement morte. Plus personne n'en veut. Parce que l'effet waouh visuel s'épuise très vite s'il n'y a pas de fond. En formation, c'est pareil. Les émotions et l'apprentissage ne sont pas dictés uniquement par la perfection visuelle. Donc, une bonne histoire ou une bonne interaction sera toujours meilleure. Une interaction pertinente surpasse souvent une simulation graphiquement parfaite mais vide de sens pédagogique. L'important, c'est l'engagement cognitif de l'apprenant, pas le nombre de pixels. Je crois que c'est une excellente façon de résumer notre voyage d'aujourd'hui. Mhm. On est parti des lunettes en bois du 19e siècle, on est passé par les simulateurs de goût électriques, pour finalement se poser la bonne question, le photoréalisme est-il vraiment utile? C'est le cœur du débat. Et pour quiconque se penche sur ce sujet, pourquoi retenir tout cela? Eh bien pour porter un regard critique sur la prochaine annonce technologique révolutionnaire. Ne pas se laisser aveugler par la technique. Exactement. L'important n'est pas la résolution de l'écran, mais l'usage qu'on en fait en tant qu'humain. Et justement, pour prolonger cette réflexion sur l'humain et l'illusion, il y a une idée qui émerge quand on pousse la logique de ces chercheurs à l'extrême. Je t'écoute. Si la technologie parvient un jour à tromper parfaitement nos 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat et le goût, à quel moment précis un souvenir créé dans un environnement virtuel deviendra-t-il neurologiquement indiscernable d'un souvenir réel? Waouh. Et si la véritable révolution de la réalité virtuelle n'était pas de changer notre présent, mais d'altérer la façon dont nous construirons nos souvenirs futurs? Ça, c'est une pensée vertigineuse. Si notre cerveau ne fait plus la différence, la notion même de réalité vole en éclats. Absolument. C'est sur cette réflexion fascinante qu'on va clore notre analyse d'aujourd'hui. Merci à notre audience de nous avoir suivis dans cette exploration en profondeur et à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.